Bonsoir à tous. Je m'appelle Johan, du coup je fais partie de l'équipe des Cloud Advocates chez Microsoft et ce soir je vais vous parler des GitHub Actions. Alors qui a déjà commencé à jouer un peu avec, qui a déjà essayé les GitHub Actions dans la salle? ah, quelques personnes quand même. Qui utilise GitHub pour quelques projets, que ce soit open source ou des projets perso? Ah, déjà un peu plus de monde. Ok, alors GitHub Actions, qu'est-ce que c'est? GitHub Actions, dit tout simplement, c'est un système de workflow intégré complètement à GitHub. Quand j'entends workflow, c'est tout simplement une série de jobs, une série d'actions que vous allez définir, qui peut se déclencher sur n'importe quel événement qui peut être déclenché au sein de GitHub. Un événement, ça peut être j'ai poussé un commit, ça peut être j'ai créé une release, ça peut être j'ai reçu un appel REST sur une des API de GitHub, ça peut être quelqu'un a posté une issue, ça peut être vraiment être n'importe quoi autour de la plateforme de GitHub. Donc à partir de n'importe quel événement, vous allez pouvoir déclencher une série de tâches, d'actions que vous allez effectuer, que vous allez définir dans ce qu'on va appeler un workflow. Alors, les choses les plus classiques qu'on va vouloir faire, ça va être de l'intégration continue, du déploiement continu, mais ce n'est pas les seules choses qu'on peut faire. Je vous montrerai quelques autres exemples. Ce qui rend la plateforme plutôt intéressante, c'est non seulement qu'elle est complètement intégrée à GitHub, c'est qu'elle supporte, par défaut, elle va vous donner des workers qui vous permettent de lancer vos jobs sur différentes plateformes et de les tester notamment en parallèle sur des instances de Linux, sur des instances de macOS, sur des instances de Windows et même sur des instances de Linux tournant sur des architectures non x86. Par exemple pour tester des projets ARM ou des choses qui devraient être compilées pour des projets Raspberry Pi par exemple ou autres. La chose qui est aussi sympa, c'est que vous allez pouvoir définir un workflow et le lancer sur plusieurs plateformes en parallèle avec différentes règles. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez un projet Python, vous allez pouvoir le tester avec différentes versions de Python. Si vous avez un projet Java, vous pouvez le tester sur différentes versions de Java, sur différents OS et générer ainsi une matrice de build qui va s'exécuter à partir d'un seul workflow. Donc ça, c'est plutôt assez puissant, notamment quand on veut lancer une série de tests et être sûr que ça s'exécute bien, quelle que soit la plateforme, quelle que soit la version d'application qu'on construit. GitHub Action est construit pour fonctionner avec à peu près tous les langages modernes. Ça marche avec du Python, ça marche avec du JavaScript, ça marche avec du Java, du C#, à peu près tout ce que vous allez pouvoir vouloir y mettre. Et si jamais ça ne marche pas, je vais vous montrer, vous allez pouvoir définir vos propres conteneurs pour ça. Donc plutôt que de parler, je vais surtout essayer de vous montrer maintenant. On va essayer de faire ça en direct. Hop, je récupère quelque part. Non, il est où mon écran? J'ai perdu mon écran de démo, voilà, il est là. Je vais zoomer un petit peu. Ok, on arrive là. Donc GitHub Action, ça va se trouver dans cet onglet-là. Donc ici, j'ai initialisé un repo sur GitHub qui est relativement basique. C'est une appli que j'ai bootstrappée avec Create React App. Donc c'est une appli front-end qui compile avec du Node.js assez basique. L'idée, c'est que je vais essayer d'aller rajouter une intégration continue là-dedans. L'appli a été générée avec des tests unitaires. Comment ça se passe? Donc quand on clique dans l'onglet GitHub Action, par défaut, il va déjà essayer de détecter le langage de votre projet et vous proposer des workflows qui pourraient vous intéresser. Donc par exemple, pour Node.js, ce qu'il va me proposer, c'est soit de lancer une intégration continue, le choix que je vais vous montrer juste après, soit de construire un package Node.js. Par exemple, si vous avez une librairie pour Node que vous voulez builder et publier sur NPM, vous pouvez construire un workflow pour ça, par exemple. Après, si vous voulez faire notamment du déploiement, il y a aussi quelques workflows d'exemple, par exemple, pour aller déployer votre projet sur l'un des différents cloud providers. Pour aller éventuellement, si c'est trompé dans la détection de langage, on peut voir qu'il y a d'autres langages qui sont supportés, si vous voulez faire du Rust, du Python, du C++ ou autre chose. Et je vous ai dit, c'est pas que pour faire de l'intégration du déploiement continu. On voit notamment aussi qu'on peut automatiser d'autres types de tâches sur GitHub, notamment par exemple si on veut essayer de trier automatiquement les issues que les gens peuvent vous lever, essayer de mettre des règles pour que s'il n'y a personne qui répond au bon de tant de jours, et on close des issues pour essayer de faire un peu le ménage dans le backlog du projet. Enfin voilà, vous pouvez définir tout un tas de règles pour essayer de vérifier par exemple si quelqu'un pose une issue et que vous avez défini un template, qu'elle respecte bien le template. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui maintiennent des projets open source, mais ça permet de gagner énormément de temps si vous faites ça. Donc on va revenir à notre exemple de départ qui est quand même de faire une intégration continue. Donc je vais choisir Setup this workflow. Et là j'arrive dans l'éditeur intégré de workflow. Alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez créer les fichiers sur votre éditeur de code en local. Mais là c'est plutôt pratique parce que vous allez voir qu'on a pas mal de choses sympas. Donc on voit qu'il me crée par défaut un fichier YAML. Donc
pour faire des GitHub Actions, par défaut, on va utiliser le langage YAML. Donc ça se présente comme ça. On commence par donner un nom à notre projet. Donc ici, Node.js CI. Ensuite, deuxième chose, sur l'attribut on va définir sur quel événement on veut déclencher notre workflow. Alors déjà, un truc sympa, c'est que si je fais un contrôle espace, j'ai une belle autocomplétion comme on peut à l'habitude d'avoir dans un IDE. Et on voit que j'ai pas mal d'événements que je peux capturer ici, des pull requests. On peut aussi programmer pour lancer une tâche régulièrement, comme un cron, comme quelque chose qui va revenir toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours. On voit qu'on en a pas mal. Ça peut être lancer des déploiements, ça peut être quand quelqu'un fork un projet, quand quelqu'un va aller éditer une page de votre wiki, quand quelqu'un va uploader un package. Enfin voilà, il y en a vraiment un paquet sur lesquels on peut se câbler. Là, je vais me laisser sur l'action par défaut qui est push. C'est tout simplement dès qu'il y a du nouveau code qui va être poussé sur le repository, que ce soit via une pull request ou via un commit, et ben on va lancer ma tâche. Première chose, donc on voit qu'on va définir une série de jobs. Là ici le premier, ça va être un job de build. Si vous avez plusieurs jobs, vous pouvez définir notamment des dépendances entre les jobs parce que par défaut ça va s'exécuter en parallèle. Mais si par exemple vous avez un job de déploiement et que vous voulez quand même attendre avant de déployer que votre build soit fini, bah, vous pouvez mettre une dépendance. Il y a une syntaxe pour ça. Vous choisissez sur quelle plateforme vous voulez que ça tourne. Alors par défaut, ça va tourner sur des runners intégrés à GitHub. Donc il y en a pas mal qui sont fournis pour vous. On voit qu'il y a différentes versions d'Ubuntu. Vous pouvez avoir du Windows, du macOS. Vous pouvez avoir justement choisir des plateformes ARM, choisir du 32 bits, 64 bits. Et il y a une autre option que j'expliquerai un petit peu après, c'est self-hosted. C'est si vous voulez installer les runners chez vous, sur une machine on-premise ou chez vous, vous installez un petit programme qui a configuré un runner que vous allez pouvoir configurer à GitHub et vous faire votre propre environnement, votre propre setup. Et l'action va quand même être déclenchée par GitHub, mais le run flow, il va aller s'exécuter chez vous sur votre machine. Que vous pouvez mettre en local ou dans le cloud, où vous voulez. Vous avez vraiment la main pour faire votre setup avec ça. Ensuite, quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui est plutôt sympa. Je vous parlais tout à l'heure de pouvoir faire des matrices de build. C'est ici ce que j'ai défini avec ces petits paramètres de strategy matrix. Ici, je vais définir en fait une variable qui va changer selon différents paramètres. Je vais vouloir tester sur plusieurs versions de Node.js. Je vais pouvoir tester sur la version 8, 10 et 12 par exemple pour être sûr que mon projet, les tests s'exécutent bien sur différentes versions, qu'il n'y a pas une version sur lesquelles ça plante, parce que ça peut arriver. Et ensuite, tout simplement, on va avoir une suite de steps, donc ça va être les différentes étapes que je vais vouloir exécuter pour mon workflow. Donc les étapes classiques, ici, ça va commencer par faire un checkout de mon projet, récupérer le code de la branche ou du dernier commit en tout cas qui a déclenché cette action-là. Là ici c'est l'action qui va réutiliser en fait tout simplement la variable définie dans ma matrice. Donc je vais lui dire d'utiliser la version de Node.js qui a été définie ici au-dessus dans la stratégie de matrice. Donc ce que ça va faire, c'est vous allez voir tout à l'heure quand je vais exécuter le workflow, c'est qu'il va lancer en parallèle 3 jobs qui vont tous exécuter ici sur une version d'Ubuntu. J'aurais pu les exécuter par exemple sur Ubuntu, Windows et macOS en parallèle. Mais là, il va aussi multiplier ça par les 3 versions de Node.js que je vais choisir. Donc il va lancer les 3 builds en parallèle, par défaut. Ensuite, il va faire ici un npm install, le npm inbuild et lancer npm test. On peut définir, il y a pas mal de paramètres qu'on peut configurer, notamment saisir des variables d'environnement pour une tâche. Ici, ce qu'on définit à ces endroits-là, c'est des scripts qui vont s'exécuter par défaut dans un environnement bash. Vous pouvez choisir autre chose, par exemple sous Windows, vous avez des actions pour choisir du PowerShell. Le truc qui est sympa quand on a l'éditeur en ligne, c'est que vous voyez à côté, ici, j'ai le marketplace qui est en fait tout un ensemble d'actions que vous pouvez d'ailleurs créer vous si vous en trouvez une qui ne vous colle pas pour faire des tâches que vous les souhaitez. Par exemple, mettons que mon projet ici c'est un projet React, je voudrais rajouter un déploiement sur un GitHub Pages. Si je recherche un peu ici, on voit que j'ai différentes actions qui correspondent. On voit aussi que c'est des projets GitHub, donc on voit le nombre de personnes qui ont staré ici le projet. Si je choisis par exemple celui-là, je vais retrouver un petit snippet de code, tout simplement, que je vais pouvoir copier et aller coller derrière ici, hop, dans mon éditeur, et aller modifier en rajoutant les paramètres qui vont bien. Donc c'est très facile de construire son workflow tout simplement à partir de la bibliothèque d'actions qui existe déjà en fait sur le marketplace. Je peux aller voir la doc pour essayer de comprendre un peu comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc là c'est vraiment un workflow très basique. On peut rajouter pas mal de paramètres dans un workflow, notamment le spécifier pour être lancé que sur certaines branches. Par exemple si on a des branches de test, on ne veut peut-être pas forcément de voir la CI péter tout le temps, donc on peut limiter l'intégration continue à tourner uniquement sur la branche master de votre projet. Ça va être déclenché aussi quand il y a des pull requests, parce que les pull requests sont testés
pour un merge sur la branche master de votre projet, donc ça va fonctionner aussi comme ça. On peut spécifier, je vous disais tout à l'heure, un build, d'avoir une dépendance vers un autre build. Donc par exemple, normalement si je fais ici, un peu plus bas peut-être, non, je vais en définir un autre, ça va être plus simple. Il y a un paramètre depends on, tout simplement qui vous permet de définir, je sais pas, par exemple si ici j'appelle deploy, j'ai peut-être pas la bonne indentation, si c'est bon. Ici normalement j'arrive à faire un depends on, non j'ai plus l'autocomplétion, je dois avoir fait une connerie dans mon test. J'ai pas assez répété, désolé. Mais voilà, normalement on peut définir, alors je sais plus exactement au bon endroit, normalement il me semblait que c'était ici, mais ici voilà. Alors ça doit être plus bas alors qu'on doit le définir, ou alors ça s'appelle pas depends on. Ok. Il doit peut-être falloir définir un nom avant. Donc en tout cas, vous pouvez définir des règles pour que certaines tâches tournent en parallèle. Par exemple, si vous avez des tests end-to-end, des tests unitaires à faire tourner, ça peut tourner en parallèle. Il n'y a pas de collision. Par contre, à la sortie, voilà, vous allez être sûr que quand vous voulez déployer votre projet, vous soyez bien passé par le build ou des tâches avant que vous voulez exécuter en amont. Donc je vais quand même vérifier que rien n'est rouge et on va aller ici quand même pousser le workflow. Donc on va créer un commit. Pour ça, je vais le faire sur une branche séparée qui va me créer automatiquement pour faire une pull request. Donc ici, il va m'ouvrir la pull request. Je vais y aller. Alors, je vais garder le test par défaut. Donc ce qu'il va faire, normalement, on devrait voir qu'il déclenche le workflow. Ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc ici, on voit qu'il a lancé les 3 builds sur les 3 différentes versions de Node.js que je lui ai spécifiées dans la matrice. Si je clique dessus, le truc sympa, c'est qu'on peut voir ça en direct, ce qui va se passer. Donc on peut voir le déroulé des tâches. On peut voir aussi, si je déplie, hop, si j'y arrive, parce que là je suis sur la connexion 4G de mon téléphone, on peut voir normalement les logs qui streament voilà, au fur et à mesure dans le déroulé des tâches, donc complètement intégré à GitHub, ce qui est plutôt pratique quand on veut débugger les projets sans avoir à naviguer dans les différents environnements. Si vous avez déjà testé d'autres systèmes d'intégration continue, notamment qui s'intègrent à GitHub comme Travis, CircleCI ou AppVeyor ou d'autres, là l'avantage c'est qu'on a vraiment toutes les plateformes par défaut. Enfin, vous avez Windows, Mac et Linux en même temps. Et je vais revenir après, mais si vous faites de l'open source, ça va pas vous coûter un rond, donc c'est vraiment sympa. C'est aussi beaucoup plus rapide que ce que vous pouvez avoir par défaut avec Travis, surtout si vous ne payez pas. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on pareil, donc vous voyez, il lance le build, ça se passe bien, il lance les tests, et à la fin on a le résultat. Ce qui est plutôt sympa. Vous pouvez avoir un badge, comme on s'y attend, si vous voulez rajouter le badge avec le statut du dernier build sur votre ennemi. Et si je reviens sur ma pull request, elle est où dans la conversation? Si je reviens sur la base, voilà, ici on voit qu'il y a tous les checks qui sont passés. Vous pouvez aussi mettre des règles, je ne sais pas si vous le savez. Si je vais dans les settings, là je ne l'ai pas encore mergé, mais si je vais dans les settings, vous pouvez protéger des branches, notamment en allant ici dans Branches. Voilà, pouvoir rajouter des règles de protection des branches, notamment pour pouvoir dire par exemple que avant de merger une branche, si vous êtes plusieurs à avoir les droits sur un projet, il faut qu'elle passe notamment les status checks et par exemple l'intégration continue. Pour être sûr que personne ne peut merger une pull request si elle n'a pas passé la CI avant. Donc voilà, on peut rajouter pas mal de trucs sympas. Je vais revenir sur la présentation. Hop. Ah, on a perdu les deux écrans. On est revenu là. Alors là, je vous ai montré vraiment juste un petit éventail de ce que peut faire GitHub Action. Le truc très sympa, c'est que certes, il y a des environnements qui sont fournis par défaut, mais ça va peut-être pas vous suffire. Il y a déjà beaucoup d'outils qui sont installés de base dans les runners et dans les différents OS qui vous proposent. Mais vous pouvez aussi venir et faire builder votre workflow sur un conteneur que vous fournissez vous-même et qui va s'exécuter sur l'un des runners que vous pouvez choisir. Donc vous pouvez vraiment spécifier l'environnement que vous voulez avec les outils que vous voulez en lui spécifiant, je ne l'ai pas montré ici, mais vous pouvez donner une image Docker à votre workflow et il va l'utiliser pour lancer ça. Et même pour aller plus loin, plus qu'une image, vous pouvez utiliser Docker Compose pour faire spawner carrément un environnement complet test si vous faites des tests end-to-end que vous avez besoin d'une base de données ou plusieurs serveurs qui tournent en parallèle. Vous pouvez faire spawner, utiliser Docker Compose, utiliser plusieurs conteneurs pour vraiment monter un environnement complet au sein de GitHub Action
et faire tourner tout ce que vous avez à faire tourner. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de le détruire à la fin. Si ça prend trop de temps, ce sera killé automatiquement. Mais je crois que la limite aujourd'hui pour un workflow, elle est de 6 heures. Donc c'est déjà plutôt assez conséquent. Si vous manque des actions, vous pouvez les écrire vous-même. Il y a un SDK qui est fourni. Il suffit de mettre l'action sur GitHub et puis après vous pouvez automatiquement la référencer et la faire publier sur le marketplace aussi. C'est plutôt sympa. Comme je vous ai dit, si les plateformes proposées par défaut hébergées ne vous suffisent pas, vous pouvez héberger votre propre runner. Comme ça, vous faites tourner tout chez vous. On peut faire d'autres choses que juste de la CI. Bon, j'avais mis quelques exemples, mais voilà, cleaner un backlog d'issue, ça peut être très pratique, notamment quand on doit manager de l'open source. Le truc qui est vraiment sympa, moi en tout cas qui m'a poussé à migrer de la CI, surtout de plusieurs projets open source que je maintiens sur GitHub Action, c'est notamment tout ce qui tourne autour du pricing. Alors le fait d'avoir les 3 environnements déjà, Windows, Mac et Linux, quand on fait du multiplateforme, c'est vraiment juste génial de tout l'avoir au même endroit. Et surtout, ce qui est quand même sympa, c'est que par défaut, pour les projets open source, vous avez droit gratuitement à 20 runners en parallèle. Ça veut dire quand vous avez une matrice de build qui est assez géante, j'ai un projet où j'ai 90 builds qui sont lancés à chaque commit pour pouvoir tester. Avant, j'avais un mix de Circle CI pour faire tourner des tests mobiles, j'avais un mix d'AppVeyor qui lançait les tests sous Windows, j'avais du Travis pour faire lancer les tests sous Linux et puis j'avais rien trouvé en macOS de gratuit. Ça prenait plus d'une heure et demie pour faire tourner une trentaine de jobs en parallèle. Là aujourd'hui j'ai tout migré sur GitHub Action. Ça prend 1 heure et je lance mes 90 tests et j'ai à peu près, je lance 2 fois plus de builds qu'avant en fait, pour moins de temps qu'avant. Donc ce qui vous fait tourner sur les runners par défaut, je crois qu'il y a 7 Go de RAM et c'est des machines dual core qui vous tournent, ça tourne sur des SSD qui ont 14 Go de disque, donc il n'y a pas beaucoup de place mais ça va quand même assez vite. Et je vous l'ai dit, il y a 6 heures de workflow, vous avez 6 heures pour faire tourner un workflow. Donc il y a déjà pas mal de choses. Si vous faites de l'open source, si vous avez des projets qui sont en mode privé, il y a 2000 minutes de build gratuites. Et puis bon, après, si vous voulez utiliser ça en mode entreprise, c'est pareil, il y a un certain nombre de minutes gratuites et après ça devient payant à l'heure, à la minute de build en fait qui est utilisée pour vos actions. Donc si jamais vous n'utilisez pas GitHub, ça peut arriver, surtout sur vos entreprises où vous n'utilisez peut-être pas ça pour héberger vos projets pro. Il y a un truc qui est quand même assez sympa, notamment si vous voulez aussi faire de l'open source, mais que vous préférez être hébergé sur GitLab, sur Bitbucket ou je ne sais quel autre hébergeur sur votre propre repo Git, vous pouvez utiliser aussi Azure Pipelines. En fait, GitHub Action, l'infra qu'il y a dessous, c'est Azure Pipelines. Les machines qui vont tourner, les 20 runners en parallèle, ça va être exactement la même chose que vous allez avoir gratuitement si votre code, si votre repo en tout cas est accessible publiquement sur Internet. Il y aura le même support de plateforme, le même support open source. La syntaxe va être légèrement différente, mais vous allez grossièrement retrouver à peu près les mêmes principes. Le fait de pouvoir justement enchaîner des suites d'actions. Vous allez avoir un petit peu plus de flexibilité, il y a peut-être un petit peu plus de choses à configurer, mais en tout cas, si vous voulez une solution qui est assez similaire, mais hors GitHub, parce que GitHub Action, son seul défaut, c'est d'être uniquement compatible et intégré à GitHub, donc sa force, c'est aussi son défaut. Donc voilà, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à Azure Pipeline derrière. Et pour terminer, comme j'aime bien l'automation et surtout comme je maintiens pas mal de projets open source, il y a un truc que j'avais toujours voulu faire et que j'avais jamais pris la peine de faire jusqu'à présent parce que c'était trop compliqué ou il fallait justement sortir la carte bleue pour pouvoir faire cette solution que je voulais là. C'était tout simplement faire ça. J'ai un petit Google Home à la maison et le truc qui m'a toujours pris pas mal de temps, c'est tout simplement faire une nouvelle release à chaque fois que quand on a un projet, qu'on a des pull requests de la communauté, qu'on fait des bug fixes ou quoi, il faut faire la release au bout d'un moment. Jusqu'à présent, je l'avais toujours fait de manière manuelle, histoire d'avoir les derniers checks et autres. Et je m'étais dit que ce serait quand même pas mal de pouvoir automatiser ça, d'aller jusqu'au bout. Du coup, je me suis motivé. Alors, je l'ai fait pour un projet Node.js, mais là, ce que je vais vous montrer, ça pourrait s'appliquer à d'autres types de langages, d'autres types de projets, c'est pas limité. La première chose, déjà, c'est quand on va faire des releases, la première tâche qui prend du temps, c'est de générer un champ de log pour que les gens puissent savoir quand on fait des librairies ou un projet, qu'est-ce qui a changé. Donc pour pouvoir faire ça de manière automatique, j'ai pris la convention d'utiliser quelque chose qui s'appelle Conventional Commit. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Personne ? Si, quand même quelques-uns. Conventional Commit, c'est quelque chose qui a commencé, c'est juste un système de convention de nommage pour les commits.
Notamment, c'est ce que je vous ai mis en exemple, c'est de préfixer vos commits par un certain nombre de règles. Alors il y en a différentes. Là, la plus utilisée, c'est la convention utilisée par Angular notamment et d'autres projets, j'en ai plus en tête, Babel ou autre, qui est de préfixer par exemple une fonctionnalité par fit 2 points, quand c'est un bug fixe 2 points, quand c'est de la doc qui est modifiée docs 2 points, etc. Et par exemple, quand il y a un breaking change, de le mettre dans la doc, dans le détail du commit, d'écrire en gros breaking change. Enfin voilà, juste à partir de ça, ça vous permet déjà de générer un changelog pour savoir, pour vous lister à la sortie, une compilation de toutes les nouvelles fonctionnalités depuis la dernière version, tous les nouveaux bug fixes qui ont été faits, et tous les autres, les refactors et tout, ça va tout filtrer parce que ça, on ne veut pas forcément le voir dans un changelog, ça n'a pas forcément d'intérêt. Deuxième chose, c'était de générer cette fameuse release. Alors pour ça, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Semantic Release, qui va amener pas mal d'intelligence, pour peu que déjà on respecte une règle de conventional commit qui va pas mal vous simplifier la chose. Ça va être déjà de décider s'il y a besoin de faire une nouvelle release. Pour ça, tout simplement, il va regarder les tags des commits, il va regarder est-ce que en fait, ça vaut le coup de faire une nouvelle release, est-ce qu'il y a au moins un bug fixe, une nouvelle fonctionnalité ou quelque chose, ou est-ce que c'est juste de la doc qui a été modifiée, du refactoring et autres. Voilà, déjà première chose, il va vérifier ça. Ensuite, il va bumper la version. Si vous utilisez du semantic versioning, ce qui est plutôt recommandé, il va être capable tout simplement de changer alors semantic versioning, si ça ne vous parle pas, c'est major version.minor version.patch. Donc si on vous fait uniquement un bug fixe, par exemple, s'il va détecter qu'il n'y a eu que des commits de bug fixe, il va uniquement incrémenter le patch, donc le dernier chiffre. S'il y a une nouvelle fonctionnalité, il va incrémenter le minor version. Et s'il y a un breaking change, il va incrémenter le major version. Donc du coup, ça c'est géré pour vous. Si vous respectez bien la convention de commit, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Il va vous générer le changelog. Moi, comme c'était un projet Node.js, il va générer le package npm. Il va créer un commit de release dédié justement pour dire ok, ça c'est la nouvelle version qui inclut la mise à jour de mon fichier package.json avec l'incrément de version notamment. Et il va le taguer dans Git. Il va aussi créer la release sur GitHub et pousser le changelog sur la release sur GitHub. Comme ça, quand vous allez sur votre projet sur GitHub, que vous cliquez sur l'onglet release, vous voyez votre version qui est taguée, qui est réalisée, et il y a le changelog avec. Donc jusque-là, on a fait quasiment la plus grosse partie du boulot. Ensuite, on crée le workflow sur GitHub Action qui lance justement l'outil Semantic Release. C'est un outil en ligne de commande qui n'est pas plus compliqué à faire que de taper Semantic Release de points. Une fois que vous avez fait la bonne configuration, ça va tout gérer ça pour vous. Et moi, comme je voulais pas que ça se fasse non plus automatiquement à chaque commit, vous pouvez le faire, vraiment un système tout automatisé. Moi, je voulais quand même pouvoir avoir la main de quand est-ce que je déclenchais les releases. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plugué sur un événement qui est repository dispatch, qui est tout simplement un trigger HTTP REST. Vous lancez une commande HTTP REST sur un endpoint qui est défini par GitHub avec le nom de votre repo, et ça va permettre de lancer ce workflow-là. Et cette API REST, je l'ai plugué à mon Google Home via FTTT, et en gros, le boulot était fini. Après, tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre que les gens proposent des pull requests, on les merge, on dit OK Google, release une nouvelle version, ça lance le workflow, et puis nous, pendant ce temps, on n'a rien à faire et on gagne du temps. Voilà la conclusion de mon talk. Je vous ai mis quelques liens si vous voulez creuser, notamment le deuxième lien, c'est un exemple de repo sur lequel justement j'ai fait ce plug pour pouvoir le brancher à IFTTT, Google Action. Donc vous pouvez voir le détail du workflow, la configuration de Semantic Release si ça vous intéresse. Enfin, voilà, tout ça mis en place sur un projet. C'est pas le deuxième lien, c'est le troisième, pardon. C'est l'exemple, celui que j'ai mis derrière. Je vous ai mis quelques liens, voilà, si vous voulez creuser vers les docs ou autres, si ça vous intéresse. Et puis s'il y a des questions, temps pour quelques questions.